Mes parents ont ignoré mon anniversaire pendant 5 années consécutives, mais ont acheté une Audi neuve à ma sœur. J'ai coupé les ponts avec eux et leur désespoir s'est transformé en harcèlement. J'ai 32 ans. Ma sœur, Lyra, a 29 ans. Nos parents, Isaac et Lily Mitchell, sont ceux que l'on pourrait appeler des gens aisés. Papa possède 3 garages automobiles florissants dans notre ville de taille moyenne de l'Ohio, Westerville, tandis que maman dirige un cabinet dentaire. Ils ne sont pas millionnaires, mais l'argent n'a jamais été un problème majeur pour eux. Lyra a toujours été l'enfant la plus populaire quand elle était petite. Elle était plus jolie, plus extravertie, meilleure en athlétisme et obtenait de meilleures notes sans effort. J'étais la personne calme et studieuse qui passait plus de temps à lire qu'à socialiser. Une dynamique familiale classique de la classe moyenne, n'est-ce pas? Je supposais que cela changerait en grandissant. Alerte spoiler, ça n'a pas changé. La série d'anniversaires manqués a commencé lorsque j'ai eu 28 ans, le 18 mars 2019. Je vivais à Chicago depuis près de 4 ans, travaillant comme développeuse de logiciels pour une organisation de santé. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais je m'attendais à ce que mes parents m'appellent ou m'envoient une carte. Mon anniversaire est passé. Rien, pas même un texto. Quand je les ai contactés 2 jours plus tard, maman a agi comme si elle avait oublié. Oh, ma chérie, je suis tellement désolé. Le travail a été absolument fou, et ton père s'est occupé de ce problème au garage de Maple Street. Les excuses typiques. Elle a promis de se rattraper. Elle ne l'a jamais fait. Je me suis persuadé que c'était un oubli. Parfois, les gens oublient. La vie devient plus occupée. J'étais une adulte vivant dans un autre état. Peut-être qu'ils avaient décidé que je n'avais plus besoin de leur attention. Mais c'est arrivé de nouveau en 2020. Le 18 mars est passé sans un mot. Cette fois, quand j'ai contacté maman 3 jours plus tard, elle a semblé choquée que je sois contrarié. Ma chérie, tu sais que nous t'aimons. Nous ne sommes juste plus très doués avec les dates. On vieillit, je suppose. Elle a balayé ça d'un rire. Papa a pris le téléphone et a murmuré quelque chose sur le fait de m'envoyer quelque chose de bien pour Noël pour compenser. Noël 2020 est arrivé. Ils ont envoyé à Lyra un magnifique collier avec des boucles d'oreilles assorties. J'ai reçu une carte cadeau générique de chez Target. Le 3e anniversaire manqué a eu lieu en 2021. À ce stade, je commençais à remarquer le schéma, mais je gardais espoir. Peut-être que ce sera l'année où ils s'en souviendront. Peut-être qu'ils avaient appris des années précédentes. Non. Le 18 mars 2021, silence radio. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. 2 semaines plus tard, j'ai remarqué sur l'Instagram de Lyra que nos parents lui avaient offert un week-end surprise à Nashville pour son 26e anniversaire. Ils ont été photographiés dans des restaurants chics et à des comédies musicales de Broadway, entre autres. Son anniversaire est en janvier, au fait. Ils se sont souvenus du sien aussi. Quand j'ai confronté maman à ce sujet, elle est devenue sur la défensive. Lyra avait besoin d'être encouragée après sa rupture avec Orion. Nous avons pensé qu'un voyage lui ferait du bien. Tu te débrouilles si bien à Chicago, ma chérie. Tu n'as pas besoin qu'on s'occupe de toi tout le temps. Cela m'a fait plus de mal que je ne voudrais l'admettre. 2022 et 2023 ont été des copies conformes, anniversaires oubliés, excuses bidons, tandis que Lyra avait des célébrations de plus en plus extravagantes. Ils lui ont organisé une fête surprise pour son 27e anniversaire, à laquelle ont assisté environ 52 invités. Pour son 28e anniversaire, ils ont réservé une salle privée dans le meilleur restaurant de la ville. Pendant cette période, je m'épanouissais professionnellement. J'avais eu 2 promotions, je gagnais bien ma vie, j'avais acheté mon propre appartement et j'étais satisfaite de ma vie à Chicago. Mais le problème de l'anniversaire me tourmentait. Chaque année, je me persuadais que je m'en fichais, que j'étais au-dessus du besoin de l'approbation de mes parents. Mais au fond de moi, ça me faisait un mal de chien. Le pire, c'est que Lyra n'a jamais reconnu ou ne s'est jamais souciée de l'inégalité. Elle m'appelait après ces grandes festivités, s'extasiant sur à quel point maman et papa étaient merveilleux et à quel point nous avions de la chance d'avoir des parents si attentionnés. J'écoutais et je faisais les bruits nécessaires, mais intérieurement, je hurlais. Maintenant vient le gros coup, mon 31e anniversaire, qui a eu lieu en mars dernier. À ce stade, j'avais renoncé à attendre quoi que ce soit. J'ai prévu une soirée relaxante pour moi-même, en commandant des sushis dans mon restaurant préféré,
en ouvrant une bouteille de vin et en m'installant pour regarder un film. Je n'étais même pas déçu que mon téléphone ne sonne pas. J'étais passé à autre chose. Mais le lendemain, mon ami Calista, qui est connecté à Lyra sur les réseaux sociaux, m'a envoyé une capture d'écran qui m'a glacé le sang. La story Instagram de Lyra montrait une photo de ses parents lui remettant les clés d'une Audi Q7 neuve. La légende disait, un cadeau d'anniversaire anticipé des meilleurs parents du monde. Ils ont dit qu'ils voulaient s'assurer que je sois en sécurité sur les routes. Je suis tellement béni. Reconnaissante aux meilleurs parents de la nouvelle voiture. L'anniversaire de Lyra est en janvier. C'était le 19 mars, le lendemain de mon 31e anniversaire totalement ignoré. Je suis resté assise dans mon salon pendant près de 25 minutes à regarder cette photo. L'Audi Q7 commence à environ 62 000 $. Ces personnes ne pouvaient pas se souvenir de me donner une carte d'anniversaire à 6 $, mais elles pouvaient dépenser 62 000 $ pour un VUS de luxe pour Lyra parce qu'elles voulaient qu'elle soit en sécurité sur la route. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui a changé ma vie. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas envoyé de texto en colère. Je n'ai pas confronté Lyra. Au lieu de cela, j'ai commencé tranquillement à les bloquer sur toutes les plateformes, Facebook, Instagram, Twitter, leur numéro de téléphone et leur courriel. J'ai aussi bloqué Lyra. J'ai retiré de mes amis les amis de la famille commun qui pourraient servir d'émissaires. J'ai même bloqué ma tante Cathy, qui a toujours été la commère de la famille. Je n'ai pas dit ce que je faisais. Je n'ai pas envoyé de message d'adieu grandiloquent. J'ai soudainement et entièrement disparu de leur vie numérique. Les premiers jours ont été calmes. J'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement, comme si j'avais retenu ma respiration pendant des années et que je pouvais enfin la relâcher. Je me suis plongé dans le travail, j'ai socialisé avec des amis et j'ai commencé à prendre des cours de poterie. La vie a continué. Environ 2 semaines plus tard, ma collègue Eloan a déclaré que quelqu'un avait appelé le lieu de travail pour me chercher. Une femme nommée Lily Mitchell. Elle semblait frénétique. Elle a dit que c'était une urgence familiale, mais quand j'ai proposé de prendre un message, elle a raccroché. Maman avait obtenu d'une manière ou d'une autre mon numéro de téléphone professionnel et contacté mon bureau. C'est là que j'ai découvert qu'ils savaient que je les avais bloqués. Selon Eloan, les appels sont devenus plus fréquents au cours des jours suivants. Maman d'abord, puis papa, et enfin Lyra. Ils ont commencé à téléphoner plusieurs fois par jour. Eloan a déclaré que la femme se prétendant être ma sœur semblait pleurer lors de l'un des appels. J'ai dit à Eloan et à notre réceptionniste d'informer toute personne qui m'appelait que je n'étais pas disponible et que je ne pouvais pas prendre d'appel personnel pendant les heures de travail. Nous avons une politique stricte à ce sujet, donc ce n'était pas inhabituel. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Environ un mois après le début de mon traitement silencieux, mon ami Calista a commencé à recevoir des textos de Lyra. Calista m'a donné les captures d'écran, et c'était quelque chose. Lyra, bonjour Calista. Je crois comprendre que tu connais ma sœur Sarafina. Nous n'avons pas eu de ses nouvelles depuis des semaines et nous sommes inquiets. Elle ne répond ni aux appels ni aux textos. Sais-tu si elle va bien? Calista, je l'ai vue le week-end dernier et elle m'a semblé aller bien. Lyra, c'est un tel soulagement. Nous pensions qu'il était arrivé quelque chose d'horrible. Peux-tu lui demander d'appeler à la maison? Maman est morte d'inquiétude. Calista, je peux le suggérer, mais Sarafina est une adulte. Si elle n'appelle pas, il pourrait y avoir une raison. Lyra, je ne sais pas ce que nous aurions pu faire de mal. Nous avons toujours été une famille si unie. J'ai presque éclaté de rire en lisant le dernier message. Les communications à Calista ont persisté pendant plusieurs semaines. Lyra a décrit mes parents comme étant dévastés, inquiets, malades et incapables de manger ou de dormir car ils n'avaient aucune idée de ce qui était arrivé à leur précieuse fille. Selon elle, papa envisageait d'engager un détective privé pour s'assurer que j'allais bien. La modification était si évidente qu'elle pourrait presque être considérée comme créative. Mais le véritable coup de génie est arrivé 2 mois plus tard. Calista m'a envoyé un long message vocal décousu que Lyra lui avait envoyé. Je paraphrase ici, mais c'était essentiellement une histoire larmoyante de 20 minutes sur la façon dont la famille se disloquait sans moi, comment maman sanglotait tous les jours, et papa buvait plus que la normale. C'était presque certainement un mensonge. Papa boit rarement. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qu'ils avaient fait pour mériter ce traitement. Le clou du spectacle était la fin.
Nous savons que l'anniversaire de Sarafina approche l'année prochaine et maman organise déjà quelque chose de très spécial pour compenser. Eh bien, si nous l'avons manqué par le passé, nous avons juste besoin qu'elle rentre à la maison pour que nous puissions redevenir une famille. 5 ans, 5 anniversaires, entièrement oubliés. Et soudain, il semblait que nous l'avions en quelque sorte manqué. Mais attendez, ça devient encore mieux. À peu près à la même époque, j'ai découvert qu'ils avaient contacté d'autres de mes connaissances. Walia, ma colocataire d'université, m'a contacté, ricanant d'un message Facebook qu'elle avait reçu de ma mère. Selon Walia, maman lui avait envoyé un long message pour savoir si elle avait eu de mes nouvelles, exprimant son inquiétude pour ma santé mentale et mon bien-être, et se demandant si je faisais une dépression nerveuse. Le message semblait contenir beaucoup d'informations sur le succès et le bonheur de Lyra, à quel point ils étaient fiers de son nouvel emploi, comment elle avait commencé à travailler dans l'entreprise de papa, et comment ils voulaient simplement que toute leur famille participe à cette joie. Même dans leur peur, ils ne pouvaient s'empêcher de se concentrer sur Lyra. Mon collègue Théon a reçu une approche encore plus étrange. Papa l'a vu sur LinkedIn et lui a envoyé un message au ton professionnel pour lui demander si je me portais bien au travail et s'il y avait des inquiétudes concernant ma santé mentale dont la famille devrait être informée. Théon était si confus qu'il a pris une capture d'écran et me l'a rapidement envoyé par texto. Cela a dépassé les bornes. Tenter d'interférer avec ma vie professionnelle était intolérable. Mais je suis resté ferme. Je n'ai répondu à rien de tout cela. J'ai juste regardé depuis mon cocon serein et sans drame pendant qu'il sombrait plus profondément dans la terreur. L'escalade a persisté. Ils ont obtenu les coordonnées de mon propriétaire, Dieu sait comment, et l'auraient appelé pour exprimer leur inquiétude quant à mon bien-être et lui demander s'il m'avait vu récemment. Mon pauvre propriétaire, Monsieur Navarro, était complètement perplexe. Il a sonné à ma porte un soir pour voir si tout allait bien avec ma famille, car il avait reçu des appels étranges. Ils ont contacté ma salle de sport. Ils ont obtenu le numéro du cabinet de mon dentiste. Ils cherchaient partout quelqu'un, n'importe qui pourrait certifier ma survie et me forcer à les recontacter. La chose la plus intrusive qu'ils aient faite a été de trouver le numéro de téléphone principal de mon immeuble par l'intermédiaire de la société de gestion immobilière. Les immeubles d'appartements de Chicago avec des portiers sont souvent soucieux de la sécurité, j'ai donc été surprise lorsque Cassian, le portier du soir, a révélé qu'une femme se prétendant être ma mère avait contacté le bureau principal de l'immeuble pour se renseigner sur moi. Elle semblait très inquiète, m'a informé Cassian. Elle n'avait pas eu de vos nouvelles depuis des mois et se demandait si vous alliez bien. Je lui ai dit que je ne pouvais lui donner aucune information sur les occupants, mais elle n'arrêtait pas de demander si je vous avais vu entrer et sortir. Elle semblait pleurer. Maman avait trouvé le numéro de téléphone principal de mon immeuble et appelé pour interroger le personnel, ce qui était à la fois remarquable et effrayant. Cela démontrait un degré de détermination qui frisait le harcèlement. J'ai également découvert qu'ils avaient appelé le cabinet de mon médecin à Chicago. Papa a apparemment utilisé ses relations d'affaires dans l'industrie automobile pour savoir quelle organisation médicale j'utilisais en fonction de mes informations d'assurance. La réceptionniste de mon médecin l'a mentionné lors de mon examen annuel, se demandant si tout allait bien avec ma famille après avoir reçu des appels étranges de personnes se prétendant être mes parents et s'enquérant de mon état de santé. Elle m'a assuré, nous ne leur avons donné aucune information. La loi IPA nous interdit de révéler toute information. Cependant, la femme était insistante et semblait en détresse. Les réglementations sur la confidentialité médicale m'ont sauvé là. Mais le fait qu'ils étaient prêts à tenter d'accéder à mes informations de santé sans ma permission était un autre signal d'alarme. Vers le 6e mois de mon silence, j'ai réalisé qu'ils étaient passés à un niveau de harcèlement sur les réseaux sociaux assez inquiétant. Mon ami Théon m'a montré une copie d'un message Facebook qu'il a reçu de quelqu'un qui utilisait un faux profil avec une photo d'archive et le nom de Cathy Miller. Le message commençait ainsi, « Salut, Théron. Je suis une amie de la famille de Sarafina Mitchell. Nous sommes très inquiets pour son bien-être et n'avons pas pu la joindre depuis plusieurs mois. Pourriez-vous lui demander de contacter sa famille? Nous craignons vraiment qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Merci. » Théon a vérifié le profil et a découvert qu'il avait été créé quelques jours seulement avant l'envoi du message. Il n'y avait aucune autre activité et aucun ami commun entre nous deux. C'était clairement un faux compte créé délibérément pour contacter mes amis. C'est à ce moment-là que j'ai de plus en plus compris qu'ils n'étaient pas simplement en panique. Ils devenaient manipulateurs et trompeurs dans leur tentative de me contacter.
Mais l'épisode le plus frappant s'est sans doute produit 7 mois après le début de mon silence. Mon amie Calista, qui avait été ma principale source d'informations sur leur crise en cours, m'a informé d'une conversation qu'elle a eue avec Lyra dans un café. Calista était tombée sur Lyra par hasard, et Lyra a immédiatement commencé à raconter les événements entourant mon absence. Mais cette fois, son histoire avait radicalement changé par rapport aux versions précédentes. Selon Calista, Lyra affirmait maintenant que j'avais toujours été jalouse d'elle et pleine de ressentiment envers la prospérité de notre famille. Elle a prétendu que j'étais devenu de plus en plus instable au cours des 2 dernières années et que j'avais fait plusieurs déclarations inquiétantes sur le fait de me sentir sous-apprécié. C'était une fabrication totale. Je n'avais jamais manifesté de jalousie envers Lyra ni fait de remarques dérangeantes. Au contraire, j'avais trop bien réussi à dissimuler mes sentiments de colère et à maintenir une attitude joyeuse lors des réunions de famille. Cependant, Lyra semblait s'être convaincue que ma disparition était le produit de problèmes de santé mentale de longue date plutôt que d'objections valables sur la façon dont j'étais traité. Elle m'a dit que tu agissais de manière paranoïaque, a affirmé Calista, prétendant qu'il m'aime plus que toi, ce qui, selon elle, n'était évidemment pas vrai car tes parents vous aiment toutes les deux également. Elle a dit qu'il craignait que tu ne fasses une dépression. La manipulation psychologique était stupéfiante. Ils avaient recadré mes préoccupations légitimes concernant un traitement différentiel en signe de maladie mentale et de délire paranoïaque. Elle a également dit, a ajouté Calista, qu'il t'avait proposé de payer une thérapie à plusieurs reprises, mais que tu avais refusé parce que tu ne croyais pas que quelque chose n'allait pas chez toi. C'était un mensonge complet. Il ne m'avait jamais proposé de payer une thérapie. Il n'avait jamais indiqué que je pourrais bénéficier d'une thérapie. En fait, lorsque j'ai mentionné avoir vu un thérapeute à Chicago lors d'un de nos appels téléphoniques il y a quelques années, la réponse de maman a été « Pourquoi faire ? Tu m'as l'air bien. » Mais maintenant, dans le récit révisé, j'étais la fille instable qui refusait de l'aide, et ils étaient les parents aimants essayant désespérément de m'obtenir l'aide dont j'avais besoin. Calista, à son crédit, n'a rien cru de tout cela. Je lui ai dit que tu me semblais en parfaite santé et que si tu ne leur parlais pas, il y avait peut-être une bonne raison à cela. Cela ne lui a pas plu. Lyra était devenue clairement irritée lorsque Calista a suggéré qu'il pourrait y avoir une cause raisonnable à mon silence. Elle a continué, ajoutant « Mais nous sommes une famille si unie. Nous avons toujours été comme ça. » Sarafina comprend à quel point nous l'adorons. La tromperie était si forte que j'ai presque eu pitié d'elle, presque. Mais ce qui m'a le plus frappé dans le témoignage de Calista, c'est la façon dont Lyra se présentait comme la principale victime dans tout cela, plutôt que nos parents, qui étaient apparemment inquiets pour moi. Elle a été celle qui souffrait le plus de mon absence. Elle prétendait avoir l'impression d'avoir perdu sa plus chère amie. Calista m'a dit qu'elle parlait de la façon dont vous vous disiez tout et qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal pour que tu ne l'aimes plus. Encore une fois, c'était une réécriture de l'histoire. Lyra et moi n'avons jamais été les meilleurs amis du monde. Nous ne nous étions jamais tout dit. Nous avions été des sœurs polies qui s'entendaient bien, mais qui n'étaient pas particulièrement proches. Mais à ses yeux, nous avions eu cette relation profonde et importante que j'avais cruellement terminée en disparaissant. La partie la plus troublante a été lorsque Calista a indiqué que Lyra lui avait demandé de garder un œil sur moi et de lui faire un rapport si je semblais en difficulté ou si j'avais besoin d'aide. Elle m'a donné son numéro de téléphone et m'a demandé de l'appeler immédiatement si tu semblais déprimé ou si tu disais quelque chose d'inquiétant. Elle a dit que la famille était prête à organiser une intervention si nécessaire. Quel genre d'intervention était-ce ? Pour avoir établi des limites et retirer des personnes toxiques de ma vie. L'idée qu'ils pourraient essayer de se frayer un chemin de force dans ma vie sous prétexte de m'aider était horrible. Cela démontrait jusqu'où ils étaient prêts à aller pour éviter d'admettre leur propre implication dans ce problème. Cette conversation avec Calista est ce qui m'a poussé à me soucier davantage de ma vie privée et de ma sécurité. J'ai légèrement modifié mon horaire de travail pour éviter d'être prévisible. J'ai changé mes itinéraires pour rentrer chez moi. Je suis devenue plus prudente sur ce que je communiquais sur les réseaux sociaux, même avec des paramètres de confidentialité. Cela semble fou, mais avec leur comportement croissant, je ne prenais aucun risque. L'aspect le plus étrange a été de voir comment cela a affecté Lyra à travers les publications sur les réseaux sociaux que des amis m'envoyaient périodiquement. Son fil Instagram est passé de mises à jour fréquentes sur sa vie parfaite à des messages de plus en plus angoissés sur la famille, l'amour inconditionnel et les personnes importantes qui lui manquaient. Elle a partagé une photo souvenir de nous deux datant de Noël 2018 avec le message « La famille, c'est tout,
et a dit qu'elle envoyait de l'amour à tous ceux qui en avaient besoin en ce moment. Les gens ont demandé si tout allait bien dans les commentaires, ce à quoi elle a répondu par de vagues sentiments sur le fait d'être dans une situation difficile et d'espérer une résolution rapide. La publication la plus manipulatrice contenait une photo d'elle avec nos parents au restaurant. Tous semblaient mélancoliques, avec le message « Dîner avec maman et papa ». Certaines chaises semblent vides ce soir. Je vous aime, les gars. La famille n'est pas la même quand quelqu'un manque. Famille amour tu me manques. Elle m'a évidemment identifié dessus, mais comme je l'avais bloqué, je ne l'ai vu que lorsque Calista m'a envoyé une capture d'écran. À cette époque, j'ai commencé à voir des schémas supplémentaires qui révélaient à quel point cette préférence était profonde. En archivant de vieilles images sur mon ordinateur portable, je suis tombé sur des photos d'événements familiaux au fil des ans. Les regarder avec un regard neuf, c'était comme assister à la dynamique de notre famille en haute définition pour la première fois. Lyra était le point central de chaque photo, des célébrations d'anniversaire où elle était entourée de parents et où je me tenais maladroitement sur le côté. Le matin de Noël, la pile de cadeaux devant elle était littéralement 2 fois plus grande que la mienne. Les photos de remise de diplôme montraient maman et papa flanquant Lyra avec de grands sourires tandis que je prenais une photo à la hâte qui semblait être une pensée après coup. Il y avait une photo de la remise de diplôme du lycée de Lyra qui m'a vraiment touché. Nos parents avaient réservé une salle privée dans un country club pour sa fête. Il y avait environ 40 personnes, y compris un photographe professionnel, un gâteau spécial et tout le tralala. Quand j'ai obtenu mon diplôme du lycée 3 ans plus tôt, nous sommes allés à Olive Garden avec seulement ma famille immédiate. Je me suis persuadé à l'époque que c'était parce que Lyra était plus sociable et avait plus d'amis qui voulaient célébrer. Mais en regardant cette photo maintenant, je vois mon moi de 17 ans en arrière-plan, essayant de sourire tout en me sentant absolument insignifiante. Plus j'y pensais, plus je me souvenais de cas. Lyra a acquis sa première automobile à 16 ans, une Honda Civic pratiquement neuve que son père avait passé des semaines à rechercher et à essayer avec elle. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai reçu le vieux pick-up de papa, qui fonctionnait à peine et sentait l'huile de moteur. Ça t'apprendra la responsabilité, avait-il déclaré. La voiture de Lyra est plus fiable pour ses activités après l'école. Lyra participait au club de théâtre et au gouvernement étudiant. Mes activités après l'école comprenaient un travail à temps partiel dans une librairie locale pour économiser pour l'université, mais c'était elle qui avait besoin d'un moyen de transport fiable. L'université était un autre contraste saisissant. Lyra a fréquenté l'université d'État de l'Ohio et a obtenu un diplôme en communication, et nos parents l'ont aidé avec les frais de scolarité, le logement, la nourriture et d'autres dépenses. Ils lui rendaient régulièrement visite, l'emmenait dîner avec ses amis et s'assurait qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. J'ai fréquenté une université d'État moins prestigieuse avec une bourse d'études partielles et j'ai travaillé 20 heures par semaine à la bibliothèque du campus pour couvrir mes dépenses. Quand j'appelais à la maison, anxieuse à propos de l'argent ou faisant face à des cours difficiles, la réponse de maman était invariablement quelque chose comme « Tu es si indépendante, ma chérie. Nous savons que tu peux tout gérer. » J'ai conclu que l'indépendance était leur mot de code pour la négligence. Les informations sur la carrière étaient tout aussi instructives. Lorsque Lyra a obtenu son diplôme et ne pouvait pas décider quoi faire de son diplôme en communication, nos parents l'ont soutenue pendant une année de découverte de soi, qui consistait principalement à voyager et à travailler à temps partiel dans un café. Quand elle a finalement décidé qu'elle voulait travailler dans les affaires, papa lui a rapidement donné un poste dans l'un de ses magasins pour acquérir de l'expérience, malgré le fait que son diplôme était en communication plutôt qu'en commerce ou en automobile. Quand j'ai terminé avec un diplôme en informatique et que j'ai déménagé à Chicago pour mon premier emploi, la réponse a été essentiellement « C'est bien, ma chérie ». Il n'y a eu aucune offre d'aide pour les frais de déménagement, aucune excitation pour mes possibilités de carrière, et aucun intérêt à visiter ma nouvelle ville, juste un fade « Nous sommes fiers de toi » qui semblait tout droit sorti d'une carte Hallmark. Même la façon dont il nous décrivait aux autres était différente. J'ai découvert cela lors d'une de mes rares visites à la maison il y a environ 2 ans, avant que le problème de l'anniversaire n'atteigne un point de rupture. J'étais à l'épicerie avec maman quand nous avons croisé Madame Marigold, notre ancienne voisine. Madame Marigold a demandé de nos nouvelles à toutes les deux, et j'ai pu entendre les commentaires de maman l'un après l'autre. Un peu sur Lyra, oh, elle se porte à merveille. Elle a vraiment trouvé sa place dans l'entreprise d'Isaac. Elle a un tel sens du service client, et elle a mis en place tous ces nouveaux systèmes qui ont vraiment amélioré l'efficacité. Nous sommes si fiers de la façon dont elle a grandi dans ce rôle, et elle vient d'emménager dans ce magnifique appartement en centre-ville.
vous devriez voir la cuisine. Sur qui je suis, Sarafina va bien aussi. Toujours à Chicago, toujours à travailler avec des ordinateurs. Elle semble s'y plaire. C'est tout. Il n'y a pas de détails sur mes avancements, mes récompenses professionnelles ou le fait que j'ai eu mon propre logement. Juste toujours à travailler avec des ordinateurs, comme si je faisais de la saisie de données plutôt que de créer des logiciels pour des systèmes de santé qui sauvent des vies. La conversation a duré environ 5 minutes, mais elle m'a éclairci quelque chose. Maman pensait que la vie de Lyra était intrigante et méritait d'être honorée. Ma vie était parfaitement bien, rien de très excitant. J'ai commencé à prêter une attention plus particulière à ces rencontres lors des visites familiales, et le schéma était constant. Les réalisations de Lyra étaient proclamées avec pompe et explications approfondies. Les miennes n'étaient que brièvement mentionnées, voire pas du tout. Lorsque Lyra a été promue directrice adjointe au magasin de papa, ils ont organisé un repas de famille pour célébrer, y compris nos tantes et oncles. Lorsque j'ai été promue développeuse senior, ce qui s'accompagnait d'une forte augmentation de salaire et de responsabilités accrues, maman m'a envoyé un texto, « Félicitations, ma chérie. Papa dit de te dire qu'il est fier. » L'envoi de textos est devenu une autre source de frustration. Lyra recevait de longs appels téléphoniques conversationnels de maman plusieurs fois par semaine. Quand j'essayais d'entamer une discussion, je recevais des textos rapides avec peu de réponses. Vous avez raison. Je viens de terminer un gros projet au travail. Le client était vraiment content de notre solution. Ma mère, c'est super, ma chérie. Contente que le travail se passe bien. La conversation équivalente de Lyra aurait été un appel téléphonique de 30 minutes avec des questions détaillées sur le client, le projet, ses sentiments sur le travail, ce que pensaient ses collègues, ce qu'elle prévoyait de faire pour célébrer, et très probablement ce qu'elle avait mangé pour le déjeuner ce jour-là. J'ai essayé d'en parler une fois avec Lyra lors d'un de nos rares appels téléphoniques. C'était environ 6 mois avant mon 31e anniversaire, et le ressentiment commençait vraiment à monter. As-tu déjà remarqué à quel point maman et papa nous traitent différemment, ai-je demandé, en essayant de garder un ton agréable et non accusateur. Lyra était vraiment perplexe. Que veux-tu dire? Je ne sais pas. Juste. Ils semblent plus intéressés par ta vie que par la mienne. Plus impliqués. Sarafina, ce n'est pas vrai. Ils nous aiment toutes les deux également. Au contraire, je pense qu'ils s'inquiètent plus pour moi parce que je suis moins indépendante que toi. Tu as toujours été la forte, celle qui n'a pas besoin d'autant de soutien. Et voilà encore. L'indépendance sert d'excuse à la négligence. Mais ne penses-tu pas qu'il pourrait montrer de l'intérêt sans que j'ai besoin de soutien? Genre, il pourrait poser des questions sur mon travail ou ma vie à Chicago juste parce qu'il s'en soucie, pas parce que j'ai besoin d'aide. Lyra est restée silencieuse un moment. Elle a poursuivi, je pense que tu réfléchis peut-être trop. Maman et papa ne sont pas parfaits, mais ce sont de bons parents. Peut-être qu'ils expriment leur amour différemment avec chacune de nous. Cette conversation m'a fait réaliser que Lyra ne remarquait en fait pas la disparité. Pour elle, la façon dont nos parents la traitaient était simplement une dévotion familiale typique. Ils me traitaient aussi normalement, bien que d'une manière différente pour une fille différente. À cette époque, j'ai commencé à noter les choses. Au début, je ne prenais que des notes mentales, mais j'ai fini par les écrire, en partie pour ma propre santé mentale, et en partie parce que les schémas étaient si évidents que je soupçonnais de les halluciner. Noël 2021 en est l'illustration parfaite. Lyra a reçu un forfait de massage professionnel, une magnifique boîte à bijoux, 3 nouvelles tenues et une escapade spa d'un week-end. La valeur totale devait être bien supérieure à 1000 $. J'ai reçu un panier cadeau générique contenant des chocolats et des produits de bain qui semblaient provenir d'une brochure de cadeaux d'entreprise. Quand j'ai ouvert le panier cadeau, maman a dit « On a pensé que tu aurais besoin d'un peu de détente après avoir tant travaillé. » Ça avait l'air gentil jusqu'à ce que je réalise que c'était le même panier cadeau qu'elle avait offert à la réceptionniste de son cabinet dentaire. Lyra, d'un autre côté, a crié de joie à chaque cadeau, a serré nos parents dans ses bras à plusieurs reprises et a partagé de nombreuses stories Instagram sur le privilège qu'elle ressentait et à quel point nos parents étaient merveilleux. J'ai souri et répondu « Merci pour le panier cadeau. » Que pouvais-je faire d'autre? La documentation a été utile plus tard car elle m'a permis de reconnaître que je n'étais pas folle ou excessivement sensible. Le traitement différentiel était réel et quantifiable. Au cours d'une année, j'ai noté 11 occasions où Lyra a reçu des cadeaux substantiels ou des festivités pour divers événements, anniversaires, promotions,
nouvel appartement, rupture, consolation, surprise inattendue pour te faire plaisir, etc. La même année, j'ai reçu 2 cartes cadeaux génériques. Cependant, l'événement le plus révélateur s'est produit environ 8 mois avant le scénario de l'Audi. Lyra m'a contacté en pleurant après avoir eu un accrochage dans un parking. Rien de grave, juste des dommages mineurs à son pare-choc et un phare éraflé. Personne n'a été blessé et l'assurance couvrirait les réparations. Nos parents sont arrivés sur les lieux moins d'1 heure après l'appel de Lyra. Papa s'est occupé à la fois de l'expert en assurance et de l'autre automobiliste. Maman a emmené Lyra déjeuner pour calmer son anxiété. Ils ont fait remorquer sa voiture au garage de papa pour les réparations, lui ont donné l'une des voitures de rechange de papa à conduire, et ont généralement géré la situation comme une crise grave nécessitant une mobilisation familiale rapide. 2 mois plus tard, j'ai été impliqué dans une collision plus catastrophique sur une autoroute près de Chicago. Un camion a grillé un feu rouge et a heurté ma voiture assez fort pour déclencher les airbags. J'ai eu peur et j'ai eu des contusions mais, heureusement, je n'ai pas été gravement blessé. Mon véhicule, cependant, était une perte totale. J'ai contacté maman depuis les urgences pendant que l'on m'examinait, en partie parce que j'étais terrifié et que j'avais besoin de parler à quelqu'un, et en partie parce que je pensais qu'il devait savoir si quelque chose n'allait pas avec moi. Maman a répondu, « Oh non, es-tu blessé ? As-tu besoin que nous fassions quelque chose ?» Je lui ai dit que j'allais bien mais que j'étais assez secoué et que je devrais m'occuper de l'assurance et de l'obtention d'une nouvelle automobile. Eh bien, c'est un tracas, mais on dirait que tu as tout sous contrôle. Tu es si doué pour gérer ces choses, Sarafina. Fais-nous savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. C'est tout ce qu'il a fallu. Il n'y a eu aucune offre de venir en voiture pour aider. Il n'y a eu aucune allusion au fait que papa pourrait utiliser ses relations dans le secteur automobile pour m'aider à trouver un véhicule de remplacement. Il n'y a eu aucun appel de suivi pour savoir comment je me sentais émotionnellement. Rien. Lyra a mobilisé une équipe d'intervention de crise familiale pour une éraflure sur un parking. J'ai reçu un appel téléphonique de 5 minutes et un « Fais-nous savoir si tu as besoin de quoi que ce soit ou pour une collision sur l'autoroute qui aurait pu me tuer. » La différence était si forte que c'en était presque humoristique. Cet épisode a définitivement été le début de la fin pour moi, sur le plan émotionnel. J'ai commencé à me retirer des communications familiales, à ne pas répondre aux appels aussi rapidement et à garder les discussions brèves lorsque je parlais avec eux. Je me défendais, même si je ne le comprenais pas à l'époque. Ce qui m'amène à un autre schéma que j'ai remarqué. Ils ne se sont jamais demandé pourquoi je devenais moins bavarde. Si Lyra avait commencé à se montrer distante et brève avec eux, ils auraient rapidement voulu savoir ce qui n'allait pas, ce qu'ils pouvaient faire pour y remédier, et si elle avait besoin d'aide. Quand j'ai commencé à le faire, ils ont semblé soulagés. Une chose de moins à s'inquiéter, je suppose. Mais voici ce qui a vraiment renforcé mon engagement. Nulle part dans ces publications, conversations ou tentatives urgentes de me contacter, personne n'a admis ce qu'ils avaient fait de mal. Ils n'ont jamais dit « Nous sommes désolés d'avoir oublié ton anniversaire 5 années de suite ». Ils n'ont jamais reconnu l'énorme injustice et la façon dont ils traitaient Lyra par rapport à moi. Tout tournait autour de combien je leur manquais, à quel point ils avaient peur, et comment la famille était incomplète sans moi. Mais il n'y a jamais eu d'explication sur la raison pour laquelle j'avais disparu en premier lieu. Après près de 4 mois, les techniques ont changé. Au lieu de contacter mes amis, ils ont commencé à essayer de me contacter directement en utilisant des techniques qu'ils supposaient que je ne pouvais pas bloquer. D'abord, ce furent des lettres à mon appartement, de longues notes manuscrites de maman me disant à quel point ils m'aimaient, à quel point ils étaient désolés pour toute la peine qu'ils m'avaient causée, et m'implorant de rentrer à la maison pour le dîner du dimanche afin qu'ils puissent arranger les choses. Les lettres étaient des exemples magistraux de non-excuses. Je suis désolé si tu t'es senti négligé. Nous n'avons jamais voulu que tu te sentes moins importante que Lyra. Si nous avons fait des erreurs, nous voulons les réparer. Peu importe. Puis les colis sont arrivés, des colis de soins comprenaient mes collations d'enfance préférées, des livres qu'ils pensaient que j'aimerais, de petits bibelots et des cadeaux. Chaque livraison comprenait un mot m'implorant de les appeler. Les cadeaux étaient sarcastiques. Après 5 ans sans se souvenir de mon anniversaire, ils savaient soudainement ce que j'aimais et quand l'envoyer. Papa a adopté une approche différente. Il m'a envoyé une lettre officielle qui était dactylographiée plutôt que manuscrite comme celle de maman, et elle était extrêmement professionnelle et factuelle. Il a accepté qu'il y ait eu des problèmes de communication dans notre famille, a admis qu'ils avaient peut-être favorisé Lyra sans le vouloir,
et a suggéré que nous rencontrions un conseiller familial pour régler ses problèmes en tant qu'adulte. C'était sans doute la chose la plus mature que l'un d'eux ait faite, mais c'était trop peu, trop tard, et ils ne pouvaient toujours pas vraiment accepter ce qu'ils avaient fait. Lyra avait peut-être été favorisée sans le vouloir. Il n'y avait rien d'involontaire à dépenser 60 000 $ pour une voiture pour elle tout en ignorant complètement mon existence. Le véritable tournant s'est produit 6 mois après le début de mon traitement silencieux. Calista m'a informé que Lyra avait consulté un thérapeute, prétendument parce qu'elle était bouleversée par ma disparition et ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal. Selon Calista, Lyra disait aux gens qu'elle m'avait toujours admiré, que j'étais son modèle et sa meilleure amie, et que me perdre, c'était comme perdre une partie d'elle-même. C'était une réécriture de l'histoire à son meilleur. Lyra et moi n'avions jamais été très proches. Nous nous entendions bien, mais nous étions des personnes très différentes menant des vies très différentes. Elle ne m'avait jamais traité comme un modèle ou une meilleure amie. J'étais sa sœur aînée ennuyeuse qui vivait loin et travaillait dans la technologie. Mais maintenant, dans l'histoire qu'elle raconte à son thérapeute et à quiconque veut bien l'écouter, j'étais la figure la plus importante de sa vie, et mon absence lui causait une souffrance psychologique importante. La manipulation était stupéfiante. À cette époque, j'ai appris par des relations communes que mes parents disaient aux gens que je traversais une crise de santé mentale, ce qui expliquait ma disparition. Ils se présentaient comme les parents inquiets et attentionnés d'une fille qui avait perdu la tête sans raison. Ce récit remplissait 2 objectifs, il les faisait paraître compatissants, et il impliquait que mon comportement était irrationnel et sans rapport avec tout ce qu'ils avaient réellement fait. Je commençais à comprendre jusqu'où allait leur auto-illusion. Ils se considéraient comme de bons parents qui avaient toujours traité leur fille de manière égale. Ma disparition n'était pas le résultat de leurs activités. C'était une catastrophe aléatoire qui avait frappé leur charmante famille. Mais le meilleur, ou le pire, selon votre point de vue, était encore à venir. 8 mois après les avoir bloqués, Calista m'a transmis quelque chose qui m'a fait éclater de rire. Lyra avait créé une invitation à un événement Facebook qui disait « Célébration du 32e anniversaire de Sarafina. Où que tu sois, nous t'aimons ». L'événement était prévu pour le 18 mars, mon prochain anniversaire. La description continuait, même si notre bien-aimée Sarafina ne peut pas être avec nous cette année, nous allons la célébrer quand même. Nous nous réunirons chez maman et papa pour partager des souvenirs, regarder des photos et envoyer de l'amour à quelqu'un de très spécial qui nous manque tous les jours. Sarafina, si tu vois ça d'une manière ou d'une autre, sache que tu es aimée, que tu nous manques et que tu es toujours la bienvenue à la maison. Elle avait invité environ 60 personnes, y compris des parents éloignés, des amis de la famille et même certains de mes anciens camarades de lycée que je reconnaissais à peine. Les gens ont laissé des dizaines de commentaires sur l'événement, exprimant leur compassion pour la famille et espérant que je retrouverais la raison et arrêterais de faire du mal à ma charmante famille. C'était génial. Vraiment, ils organisaient une fête d'anniversaire pour moi sans moi, la même moi dont ils avaient négligé les anniversaires pendant 5 années de suite, et l'utilisaient comme une campagne de relations publiques pour se présenter comme les victimes de ma désertion cruelle. Mais voici ce qui l'a rendu si merveilleux. La page de l'événement indiquait que certaines de mes connaissances actuelles à Chicago avaient été invitées, Calista, Walia, Théron, et même Eloan du travail. Lyra avait manifestement mené une surveillance approfondie des réseaux sociaux pour localiser des personnes dans ma vie actuelle. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'était pas simplement en panique, il passait à l'arme nucléaire. D'ailleurs, l'événement n'a pas vraiment eu lieu. Je crois que quelqu'un, peut-être tante Cathy, a souligné à quel point cela semblait psychotique, et Lyra l'a secrètement supprimé environ une semaine avant mon anniversaire, mais pas avant que j'aie fait une capture d'écran de tout pour la postérité. Mon 32e anniversaire s'est déroulé agréablement. J'ai célébré avec des amis à Chicago, suis sorti pour un dîner magnifique et ai passé un moment merveilleux sans drame, sans appel manqué ni déception. C'était le plus bel anniversaire que j'ai eu depuis des années. Mais prétendument, mes parents ont passé la journée à appeler tous les hôpitaux de Chicago pour voir si j'avais eu un accident. Calista, qui a appris cela de Lyra, était persuadée que la seule raison pour laquelle je ne rentrerais pas pour la fête d'anniversaire était si j'en étais physiquement incapable. L'illusion était complète. Nous avons déjà atteint le cap d'1 an, 12 mois depuis que je les ai tous bloqués et que j'ai disparu de leur vie. Et honnêtement, cela a été l'année la plus tranquille que j'ai eue depuis mon départ de la maison. Ma santé mentale s'est considérablement améliorée. Je n'avais aucune idée de la quantité d'énergie émotionnelle que je consacrais aux ressentiments et aux sentiments blessés jusqu'à ce que j'arrête d'avoir à gérer la source de ces sentiments.
Mes relations avec mes amis se sont renforcées. Mes performances au travail ont été fantastiques. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un de fantastique. La vie est belle. Cependant, le drame familial continue de se dérouler, et je l'apprends par de nombreuses voies. Lyra semble être devenue plus instable au cours des derniers mois. Elle a soit démissionné, soit été licenciée de son travail dans l'entreprise de papa. Les histoires varient. Elle a réemménagé chez nos parents. Calista prétend avoir pris du poids et avoir arrêté de prendre soin d'elle. Les publications sur Instagram sont devenues sporadiques et parfois incompréhensibles. Elle a également commencé à contacter mes amis de manière de plus en plus désespérée. Environ 3 mois après mon silence, elle a envoyé à Walia une lettre manuscrite de 5 pages concernant notre enfance, la suppliant de lui dire ce qu'elle avait fait de mal et de lui fournir toute information sur la façon de me contacter. La lettre était troublante. Elle divaguait sur des moments dont je ne me souvenais même pas de la même manière, dépeignait notre relation comme beaucoup plus étroite et plus profonde qu'elle ne l'avait jamais été, et incluait des affirmations très étranges sur le fait qu'elle ne pouvait pas vivre sans sa grande sœur et se sentait comme la moitié d'elle-même sans moi. Walia était si anxieuse qu'elle a demandé si elle devait contacter quelqu'un pour effectuer une vérification de bien-être sur Lyra. Mes parents cette année semblent avoir marqué un changement d'âge significatif. L'entreprise de papa s'est détériorée en raison de sa distraction et de sa mauvaise prise de décision. Maman a pris un congé de son travail au cabinet dentaire. Ils ont tous les deux pris du poids et, selon les amis de la famille, ne sortent plus autant. Ils auraient également dépensé des milliers de dollars pour un détective privé qui a établi que je suis toujours en vie et en bonne santé à Chicago, mais qui n'a pas pu déterminer la cause exacte de mon éloignement. La circonstance de l'anniversaire et le favoritisme familial n'étaient pas quelque chose qui apparaîtrait dans les archives publiques ou une enquête occasionnelle. Ainsi, l'enquêteur n'a pas pu déterminer pourquoi. Le détective privé leur aurait dit que, d'après ses recherches, je semblais m'épanouir, bien réussir au travail, entretenir des amitiés et mener une vie normale, ce qui n'a fait qu'ajouter à leur confusion. Si tout allait bien, pourquoi ne voudrais-je pas de ma merveilleuse famille dans ma vie? Tante Cathy, la commère de la famille, semble être devenue la porte-parole non officielle de la situation. Elle raconte à qui veut bien l'entendre que je me suis lié à une mauvaise bande à Chicago et que j'ai été endoctriné contre ma famille. Elle a également affirmé que je suis dans une relation abusive avec quelqu'un qui me sépare de mon réseau de soutien. L'histoire de la naissance pour elle-même évolue, mais ils sont toujours absous de toute implication. Voici ce que j'ai appris au cours de la dernière année. Ma famille n'est pas capable d'une auto-réflexion sérieuse. Ils ne peuvent pas admettre qu'ils m'ont maltraité car cela signifierait admettre qu'ils ne sont pas les parents merveilleux et parfaits qu'ils s'imaginent être. Au lieu de cela, ils ont développé un scénario complexe dans lequel je suis soit malade mental, soit trompé par d'autres, soit en train de vivre une crise incompréhensible sans rapport avec leur conduite. Et honnêtement, ça me va. Leur illusion n'est pas de ma responsabilité de la corriger. Je vois un thérapeute pendant ce processus, et elle m'a aidé à voir que ce que j'ai fait, me retirer d'un environnement toxique sans drame ni conflit, était la réponse la plus saine possible. Elle appelle cela la méthode de la roche grise, poussée à sa conclusion logique. Au lieu d'essayer de devenir inintéressante pour les personnes toxiques, je me suis simplement retiré complètement de leur vie. L'anniversaire n'était qu'une étincelle. Le problème fondamental était que je ne m'étais jamais senti correctement respecté ou prioritaire par ces gens. J'étais l'enfant de secours, une pensée après coup, quelqu'un qu'ils pouvaient négliger parce que je me débrouillais bien toute seule. Et vous savez quoi? Ils avaient raison. Je me débrouille bien toute seule. Mieux que bien, en fait. Il ne me manque pas. Je pensais que ce serait le cas, mais non. L'anxiété de savoir s'ils se souviendront des événements cruciaux ne me manque pas. La compétition avec Lyra pour des miettes d'attention ne me manque pas. La douleur quotidienne de bas niveau d'être considéré comme sans importance ne me manque pas. Ce que j'ai gagné en coupant les ponts avec eux était bien plus précieux que ce que j'ai perdu. J'ai atteint la paix. J'ai développé le respect de moi-même. J'ai retrouvé l'énergie que je gaspillais en haine et en sentiments brisés. J'ai acquis de la clarté sur ce que je désire vraiment des relations. Et j'ai eu autre chose, la prise de conscience que je peux vivre sans eux, que je n'ai pas besoin de leur approbation, de leur attention ou de leur amour pour être heureuse et réussir. C'est une découverte puissante. Les gens me demandent si j'ai l'intention de me réconcilier avec eux un jour. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être un jour, s'ils peuvent sincèrement admettre ce qu'ils ont fait et pourquoi c'était bouleversant, nous pourrons avoir un dialogue. Cependant,
cela nécessiterait qu'ils admettent leur erreur. Et je ne retiens pas mon souffle. Pour l'instant, je me contente de les laisser s'interroger, s'inquiéter et sombrer dans la panique et l'incertitude alors qu'ils tentent désespérément de me contacter. Ils ont oublié que j'existais pendant 5 ans. Ils peuvent maintenant passer autant de temps que nécessaire à se souvenir de ce qu'ils ont perdu exactement. Et dans une belle ironie, le traitement silencieux que je leur inflige a une influence bien plus grande sur leur vie que ces 5 anniversaires ignorés n'en ont eu sur la mienne. Je ne cherche pas à me venger. Je n'essaie pas de leur faire du mal. Je vis juste ma vie sans eux. Et évidemment, c'était la chose la plus dommageable que j'aurais pu faire. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de refuser de participer au dysfonctionnement de quelqu'un d'autre. Ils m'ont oublié pendant 5 anniversaires consécutifs. Maintenant, ils passeront chaque jour à se demander où je suis, ce que je fais, et si je reviendrai un jour. J'appelle ça la justice poétique. La différence, c'est que je ne perds pas le sommeil à ce sujet. Mise à jour, je sais que certaines personnes peuvent s'interroger sur les vacances et sur ce que je prévois de faire en cas d'urgence familiale. Pour les vacances, j'ai des amis fantastiques à Chicago qui m'ont pratiquement adopté dans leur famille. Noël dernier a été le plus beau que j'ai eu depuis des années. J'ai beaucoup réfléchi aux situations d'urgence. Si quelque chose de vraiment grave arrivait à l'un d'eux, comme une maladie ou un accident potentiellement mortel, j'en serais très probablement informé par des relations mutuelles et je devrais déterminer comment gérer la situation sur le moment. Mais je ne vais pas rompre mon silence simplement parce qu'il crée un drame ou déclare une urgence quand il n'y en a pas. Et bien sûr, je comprends que certaines personnes pensent que ce que je fais est dur ou cruel, mais j'ai été blessé pendant 5 ans par leur manque de considération et leur froideur. Je n'ai pas à supporter plus de la même chose simplement parce qu'ils ont décidé que je leur manque maintenant que je suis parti. Pour ceux qui s'interrogent sur la sécurité de mon immeuble, bien sûr, ils ont des restrictions strictes contre la divulgation d'informations sur les résidents. Mes parents ont découvert le numéro de téléphone principal de la gestion immobilière en ligne et ont contacté en se faisant passer pour des membres de la famille inquiets. Le personnel n'a fourni aucune information personnelle, mais lorsqu'on a insisté, ils ont confirmé que j'y vivais, ce qui était déjà trop d'informations à mon avis. Merci d'avoir lu, Reddit. Parfois, raconter son histoire à des inconnus sur Internet aide à comprendre que l'on n'est pas fou. Pour résumer, mes parents ont négligé mon anniversaire pendant 5 années de suite tout en comblant d'attentions et de cadeaux coûteux ma sœur. Quand ils lui ont offert une Audi à 60 000 $ le lendemain de l'oubli de mon 31e anniversaire, j'ai simplement banni tout le monde et disparu de leur vie. Ils ont passé la dernière année à paniquer, à employer des détectives privés et à fabriquer des explications complexes pour ma disparition sans jamais admettre leurs erreurs.